Déjà, merci pour l'invitation. On est hyper contente d'être là et de pouvoir parler d'antiracisme et de décolonialisme dans les milieux féministes, parce que c'est des luttes qui parfois ont un peu du mal à se croiser, donc on est hyper contente de pouvoir en parler ici. Donc, je vais présenter rapidement Tzedek en essayant de ne pas être trop mécanique. Tzedek, on est un collectif juif décolonial. On est à la fois un organisme de production politique, donc on fait des interventions, des communiqués, des articles, des formations, etc. Mais aussi on est un organisme communautaire, donc centré autour de la pluralité des judaïsmes et des judéités, autour de l'antisionisme et autour des entités juives diasporiques. Donc on milite contre le colonialisme en Israël-Palestine, pour le démantèlement des institutions coloniales en Israël et pour le droit au retour des Palestiniens. Et on milite aussi contre le colonialisme français dans ces territoires d'outre-mer, mais aussi dans son impérialisme vis-à-vis des pays du Sud global. Et enfin, en tant que décoloniaux, on lutte aussi contre le racisme d'État en France, qui est notamment porté contre les populations issues de l'immigration postcoloniale. Mais aussi, on compte aussi dans notre antiracisme l'anticiganisme et bien sûr l'antisémitisme. Voilà, présentation rapide. Moi, c'est Oriane et mes pronoms, c'est elle. Moi, c'est Clara et mes pronoms, c'est elle aussi. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Amina, mon pronom, c'est elle. Et je suis, donc, depuis 3 mois, je fais partie du collectif Khlas les clichés avec Lina. Khlas les clichés, c'est un collectif qui s'est créé surtout au début donc, sur les réseaux sociaux, sur Insta. Vous pouvez le trouver, Khlas les clichés, Khlas en arabe qui signifie stop, donc stop les clichés. Et c'est un collectif qui est né du coup de la volonté de proposer une meilleure représentation médiatique des femmes musulmanes pour sortir d'une idée de la femme musulmane comme essentialisante et comme un bloc vraiment monolithique de ce que serait la femme musulmane, et surtout du manque de représentation, de la mauvaise représentation faite dans les sphères médiatiques. Donc c'est pour ça qu'on a voulu, que le collectif a voulu investir les réseaux sociaux et à différentes manières de lutter et de mettre en place ces actions qu'on va vous présenter rapidement. Alors du coup moi c'est Lina, mes pronoms c'est elle. Moi je suis à Khlas les clichés depuis un peu plus d'1 an. Et donc d'abord je tiens à rappeler que donc, Emina et moi on est toutes les deux des femmes non voilées du collectif. Et donc on va essayer de porter au maximum la voix des femmes qui portent le voile dans notre collectif, parce qu'il y en a plusieurs. Parce que c'est elles aussi qui subissent le plus l'islamophobie aujourd'hui et le sexisme en France. Et donc Khlas les clichés en fait c'est une volonté de se constituer comme un média dans un monde ou surtout dans un pays où en fait médiatiquement les femmes musulmanes elles sont toujours déshumanisées, insultées, on parle toujours de nous mais jamais avec nous. Et donc l'objectif en fait c'est de redonner la parole, nous redonner le micro, là littéralement, donc merci à nous toutes déjà. Et on le fait aussi à travers des formes d'articles, et donc on a un site qui s'appelle Khlas les clichés, où on va faire en fait des analyses politiques, médiatiques, de comment est-ce qu'on apparaît quotidiennement dans l'actualité, que ce soit à travers les décisions juridiques, les prises de parole politiques, et tout ce qui peut être considéré comme des polémiques. En fait, nous, on va venir les décortiquer, les analyser, et les remettre dans un peu les mettre en lumière avec une analyse et une matrice décoloniale, antiraciste, et qui lutte vraiment contre l'islamophobie sous un angle féministe qui met en avant en fait la façon dont les femmes musulmanes sont le plus opprimées en fait aujourd'hui dans l'état où la France a une politique vraiment islamophobie en termes judiciaires et politiques dans leurs décisions quotidiennes. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là aussi pour créer un peu cette alliance avec un féminisme qui peut être considéré plus classique, plus libéral, où on essaye en fait d'étendre notre champ de vision et d'aller appeler en fait les personnes qui vont pas être forcément sensibilisées à ces questions-là. Et on parle en tant que personnes concernées pour essayer d'apporter peut-être des outils de compréhension sur les questions d'islamophobie qui ciblent particulièrement les femmes musulmanes. Alors comment ça va se passer? C'est 1 heure ou une demi-heure, Khlas les clichés va parler, une demi-heure où Tzedek va parler, et une demi-heure où il y aura un temps d'échange et de questions, si vous le souhaitez. Voilà. Et donc on sait tous que l'islamophobie, en fait, elle a vraiment une racine extrêmement coloniale. Et donc ça se voit à travers différentes formes politiques aujourd'hui qui persistent. Et en fait, notre objectif aujourd'hui, avec une posture aussi féministe, c'est un peu de dénormaliser tout ce qui a été acquis par la politique coloniale française
Et donc typiquement, on parle souvent toujours du voile, jamais avec les femmes musulmanes, donc le cliché de voir 8 hommes blancs non musulmans sur ces news qui vont parler du danger du voile, et ce qui est non seulement une déshumanisation, mais aussi qui en fait va venir appuyer cette politique coloniale qui existe depuis en fait des décennies, voire des siècles. Et donc l'importance en fait dans la prise de parole féministe pour parler des questions d'islamophobie, lorsqu'on parle du voile, ça serait par exemple de déconstruire l'idée que ça serait un acquis de demander à une femme d'enlever son voile. Ça peut paraître une chose, paraître évidente en fait, parce qu'on a un peu acquis la laïcité comme quelque chose d'important dans l'espace public, à l'école, à la mairie, dans les questions de fonction publique. Mais en fait, il faut vraiment relier ça au choix du corps de la femme. Et donc demander à une femme d'enlever son voile, il n'y a aucune différence à demander à une femme de ne plus avoir accès à son corps comme elle le souhaite. Et donc c'est des questions de débat en fait, qui sont reliées vraiment à la liberté à la femme de disposer de son corps. Et on va venir retirer ça d'elle. Et donc moi, je ne vois aucune différence entre ce qui se passe par exemple en Iran ou en Afghanistan avec ce qui se passe en France. Ça peut être des phrases qui peuvent paraître choquantes parce que peut-être le comparatif elle va être dur à entendre. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que dans l'état du monde, un des rares pays avec l'Afghanistan qui force les femmes à s'habiller, c'est la France. Donc lorsque Bruno Retailleau dit « abat le voile », il dit « abat les femmes musulmanes », il dit « abat l'islam ». En fait, il vient déshumaniser les femmes en les réduisant à quelque chose qui a été construit par l'islamophobie coloniale. Et donc les campagnes de dévoilement qui se sont passées en Algérie, elles n'ont aucune différence avec lorsqu'une femme, une jeune femme de 15 ans rentre dans son collège et qu'on lui demande de retirer son voile, il n'y a littéralement aucune différence. Et du coup, il y a vraiment une importance primordiale à ce que le féminisme aujourd'hui, il se saisisse des enjeux-là, parce qu'il y a un certain abandon en fait, des femmes musulmanes, d'où le fait que nous, on s'est constitué en non-mixité, parce on ressent un besoin de discuter entre nous de ces questions, parce qu'on est toujours mis de côté et jamais en fait, mis en avant ou même à côté des personnes qui militent pour les questions féministes. Et on parle toujours de nous, mais jamais avec nous, ou bien il y a un certain tabou, en fait, parce que peut-être la religion, c'est aussi abordé de façon très tabouisée, où on n'ose pas dire les termes, mais en fait, les femmes musulmanes sont tellement ancrées dans les questions liberticides liées au patriarcat, où on va venir aussi instrumentaliser le fait que l'islam est considéré comme une religion patriarcale, donc nous, on doit décider à notre place. Et donc, lorsqu'il y a des prises de parole de la part des hommes politiques qui ont vraiment des phrases extrêmement misogynes, ça va jamais être considéré autant que, par exemple, quand Donald Trump fait des politiques contre l'avortement, on ne va pas forcément relier ça à Gabriel Attal qui dit que son objectif politique, c'est de demander aux jeunes filles de 15 ans de retirer leur voile dans l'espace public, alors qu'il n'y a littéralement aucune différence. Donc, c'est important de créer un peu cette alliance des luttes et en fait d'ouvrir les cercles. Le féminisme qui est considéré aujourd'hui comme un peu blanc en France, donc qui est fermé à ces cercles-là, il va venir ouvrir une brèche où les femmes musulmanes se sentent en sécurité, accueillies et surtout soutenues dans nos combats quotidiens. Merci. Pour compléter avec ce que Lina a dit, un point qui est essentiel, c'est en fait comment on pense le féminisme aujourd'hui, quand on en connaît les racines, quand on en connaît la manière dont il est né en France, avec une idée, en fait, comme tu le disais, d'une lutte qui essentialiserait qu'est-ce que voudrait dire la femme libérée selon certaines normes et certains critères, et en fait qui ne prenait pas en compte les identités propres à ce que peuvent traverser, ce que peuvent vivre les femmes musulmanes. Et en fait, nous, c'est pour ça qu'on se pense aussi, là c'est les clichés, comme un média, comme une communauté féministe, décoloniale et antiraciste, et parce qu'il y a une nécessité de penser la manière dont aujourd'hui le féminisme est pensé, comment il est présent dans les associations et dans les luttes, pour montrer de quelle manière c'est important d'avoir une approche décoloniale, c'est-à-dire d'en revenir, donc comme je le disais, vraiment aux racines et faire en sorte d'intégrer toutes les identités plurielles et proposer une lutte en fait qui est bien plus adaptée à la pluralité des femmes et des identités qui existent, dont les femmes musulmanes. Donc ça, c'était un point essentiel pour Khlas les clichés, d'en parler, de vraiment remonter à ces origines-là et de montrer que le féminisme doit être accessible à toutes les femmes et vraiment intégrer les femmes musulmanes.
Et aussi sur cette idée de communauté, du coup, pour vous parler un petit peu plus de la forme de Khlas les clichés, qui se pense du coup beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'était aussi de créer un espace donc fait par nous, pour nous, qui est très accessible à toutes les femmes, où en fait on a voulu mettre en place un espace où même les femmes musulmanes peuvent elles-mêmes proposer leurs contributions, écrire elles-mêmes leurs articles, donc vraiment dans cette volonté voilà, de créer un espace pour nous toutes, et du coup de pouvoir vraiment se réapproprier les codes des médias traditionnels qui ont fait sans nous, dont les reprendre nous-mêmes et réinvestir des espaces comme les réseaux sociaux pour pouvoir en fait reprendre ces codes et faire une production nous-mêmes de la visibilité qu'on aimerait avoir et qui est une visibilité plus juste. Donc voilà comment on a vraiment pensé Khlas les clichés, et pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, pour parler de féminisme et la manière dont il doit intégrer toutes les identités des femmes musulmanes. Je ne sais pas si tu veux. Moi, j'aimerais aussi parler un peu de comment c'est abordé les questions de l'islamophobie, et surtout sur un angle féministe au niveau de l'actualité. Et en fait, souvent, on a l'impression que tous les jours, on parle du voile, tous les jours, on parle de l'islam. Et c'est un peu... J'entends souvent cette phrase dans les milieux de gauche où on dit en fait c'est une diversion de l'État. On parle du voile et l'hôpital public et le déficit et les travailleurs et les cheminots. Sauf qu'en fait c'est pas une diversion, vraiment l'État français a une volonté politique très bien réfléchie d'apporter une stratégie islamophobique qui va venir effacer l'identité et la présence des personnes musulmanes et surtout des femmes musulmanes, vu que les femmes musulmanes qui portent le voile sont celles qui sont le plus visibilisées. Il y a aussi les personnes supposées musulmanes, donc il y a un rapport aussi racial à la question de l'islamophobie, mais les femmes musulmanes sont en fait dans la première ligne, celles qui portent le voile, dans la première ligne de ce qu'elles peuvent subir comme discrimination à chaque pan de leur vie. Et donc en fait, c'est pas une diversion, c'est vraiment une volonté, une stratégie, et donc l'aborder comme un peu dire bon, c'est bon, on peut passer à autre chose, on en a marre du voile, c'est bon, c'est qu'un bout de tissu, on passe à autre chose, mais en fait pas du tout, parce que c'est vraiment une question essentielle, et si ça domine autant le débat de l'espace public, c'est parce que l'État français et le gouvernement a vraiment construit d'année en année une volonté d'effacement qui va venir en fait se dresser comme un peu l'ennemi numéro 1 de la République. Et on voit ça à travers énormément de prises de décisions politiques qui remontent en soi jusqu'à la loi de 2004. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la banalisation de l'islamophobie. Elle a commencé à partir du moment où on a accepté que c'était normal de demander à une femme qu'est-ce qu'elle devait porter. Et donc pour moi, ça devrait être la base du féminisme, qu'en fait c'est une question de choix. Mais c'est comme si, en fait, en tant que femme musulmane, parce qu'on a choisi d'être musulmane ou choisi de porter le voile, ce choix, il ne nous appartenait plus. Et il était aux mains de la République française. Et donc on est dépossédé de notre identité et de nos libertés, de nos choix, et même de notre identité reliée à que ce soit à nos origines ou à nos religions. C'est comme si on n'était plus décisionnaire. Et donc ça se rapporte aussi beaucoup à l'infantilisation de la femme. Donc en fait, moi je pense qu'on peut voir aujourd'hui dans la façon dont il y a un processus de discrimination extrême des femmes musulmanes, les mêmes mécanismes qui se sont appliqués à la femme tout court. C'est juste qu'aujourd'hui, vu que ça cible une minorité persécutée, on ne le voit pas comme peut-être un problème d'État majeur, comme ça pouvait l'être pour le féminisme, ça allait jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore énormément de problèmes liés aux violences sexistes-sexuelles et au patriarcat qui domine aujourd'hui la société. Mais quand ça rapporte aux femmes musulmanes, vu que c'est par rapport à l'islam et que ça a été taboisé par la société, par une laïcité raciste et islamophobe, qui est vraiment pas, la définition de la laïcité aujourd'hui à la française, elle vient être utilisée un peu comme un anneau magique de dire, en fait non, c'est la laïcité, donc vous faites ce qu'on vous dit de faire, et il n'y a pas de débat dessus. Et ça remonte même à l'époque coloniale ou même dans les luttes féministes. Par exemple, je sais que la date du 21 avril 1944, elle est beaucoup célébrée dans les milieux féministes, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent qu'à cette date-là, il y avait le droit de vote des femmes seulement pour les femmes françaises, en France coloniale, alors que les personnes issues des pays colonisés, elles ont eu accès à ce droit seulement lors de l'indépendance. Et encore plus ironiquement, cette ordonnance-là, signée par De Gaulle, elle a été signée en Algérie. Donc ça veut dire qu'ils sont allés sur un territoire colonial, donner le droit des votes femmes blanches, tout en continuant à être complices de l'assassinat et de l'emprisonnement et du viol de masse des femmes algériennes. Et donc ça, c'est un processus qui reste jusqu'à aujourd'hui. Et le fait qu'on continue à célébrer des dates
qui sont en fait des dates sanguinaires pour les femmes musulmanes et les femmes racisées. Ça montre qu'il y a encore énormément de travail dans les cercles féministes et dans l'intégration en fait de ces questions-là et de relier le féminisme aussi à la question coloniale, parce que si à l'époque une majorité de femmes blanches s'emparaient de cette question-là, il y a eu des avancements, mais ça n'a été pas fait main dans la main avec les femmes racisées et les femmes musulmanes qui subissaient en fait un double et un triple persécution, d'où la question importante de l'intersectionnalité qu'on utilise aujourd'hui de façon très commune, mais elle n'est pas assez analysée en fait. On va dire qu'on est intersectionnel, mais sans vraiment prendre conscience et l'appliquer au quotidien. Et donc ne pas l'appliquer dans la façon dont on va réagir aux médias, la façon dont on va considérer les femmes musulmanes, la façon dont on normalise l'humiliation des femmes musulmanes. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire front en tant que femmes et minorités de genre, tous ensemble, parce que c'est important de montrer à l'État oppresseur, patriarcal et islamophobe et raciste qu'on est tous et toutes unis dans ce combat-là, et en fait continuer à célébrer et à mettre en avant un féminisme universaliste qui est directement en lien avec un fémonationalisme, donc un féminisme d'État raciste et colonial. Ça va venir continuer l'oppression et l'abandon aussi des femmes musulmanes dans les cercles féministes. Merci. Pour compléter, et encore pour appuyer la raison de notre présence aujourd'hui, c'est de vraiment en fait apporter un supplément au débat et des questions féministes et d'y intégrer pleinement les luttes liées portées par les femmes musulmanes. Et on venait aussi aujourd'hui pour vous parler de Khlas les clichés, vous inviter à nous suivre et à regarder ce qu'on fait, mais on voulait aussi vous apporter des ressources concrètes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Une des premières auxquelles on avait pensé, c'était du coup le livre de Hanan Karimi, qui est une sociologue, qui s'appelle « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» Et justement, que beaucoup de vous connaissent, mais justement où elle parle de ce désenchantement féministe et qui est essentiel à comprendre pour voir de quelle manière le féminisme a à un moment donné abandonné la part des femmes musulmanes. Et voilà, de reposer sur ces ressources-là pour comprendre l'importance de les saisir. On voulait aussi vous parler par exemple, de soutenir, en fait, de chercher à avoir la parole en fait, des femmes musulmanes et soutenir des associations comme par exemple l'association Lalab, qui d'ailleurs fait aussi un festival demain sur les violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, toutes ces ressources-là à regarder de près, à suivre pour encore plus augmenter en fait cet intérêt, ces connaissances sur les causes des femmes musulmanes. On avait une autre ressource, les féministes islamiques, aussi. Donc Zahra Ali qui regroupe bien en fait un travail de beaucoup de féministes donc issus des féminismes islamiques ce livre du coup fait plutôt un référencement de différents sujets abordés par ces féministes. Donc pareil, il y a une référence intéressante à noter. Je ne sais pas si tu veux compléter. Non, mais en fait, de façon générale, moi je pense qu'en plus des ressources, et surtout, en fait, il faut être alerté. Et donc vraiment prêter une oreille analytique à ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, si on commence à aborder en fait, tout ce qui est passé dans l'actualité très très récente en rapport avec les musulmans et les femmes musulmanes, on pourrait rester à en parler avec vous pendant littéralement 10 heures, voire plus, malheureusement. Mais en fait, ne plus... En fait, il y a une certaine accoutumance qui est devenue très grave dans l'actualité nationale sur la question de l'islamophobie, où en fait ça va faire partie du débat, mais il y a comme, en plus de l'accoutumance, une certaine lassitude. On est en mode, oui c'est bon, ok, encore l'islam, toujours l'islam, mais en fait oui, toujours l'islam, parce que c'est leur but, c'est ce qu'ils veulent, et si on commence à ignorer ces débats-là, parce qu'on dit en fait, il y a plus important, c'est bon, nous on s'en fout qu'ils soient musulmans, en fait non. Le fait d'invisibiliser ou de ne pas écouter ce que dit l'État, c'est aussi d'ignorer la détresse des personnes musulmanes. Et des fois, en fait, moi, je suis assez... il y a une certaine solitude, et d'où le fait que nous, on se constitue en collectif entre femmes musulmanes, on s'appuie à un soutien moral. Il y a une certaine solitude dans les cercles militants, où on voit souvent, en fait, des actualités qui, nous glacent le sang, et remet même en question notre présence en France. Là, il y a une récente étude où il y avait
quelques milliers de musulmans qui s'étaient expatriés à l'étranger, seulement à cause de l'islamophobie qu'ils subissaient. Et je trouve ça vraiment grave qu'il y a non seulement un abandon de l'État, mais aussi il n'y a plus de système de soutien. Et donc quand moi je vois des moments graves dans l'actualité politique, d'assassinats de personnes musulmanes ou d'attaques constantes sur les femmes musulmanes dans le sport, dans les associations, le fait qu'en fait on ne puisse plus exister. Et il n'y a pas de soutien, que ce soit dans la rue, dans les collectifs militants. Peut-être qu'il y aura une ou deux manifestations dans la semaine, et après on va passer à autre chose. Alors qu'il y a certains mouvements, par exemple, quand je compare aux retraites, ça a vraiment eu une mobilisation nationale extrême pendant des mois et des mois, et on sent vraiment cet abandon-là au quotidien, parce qu'on se dit, en fait, on nous traite comme un sujet aux infos, quoi. Vraiment, c'est devenu, il y a le fast-food de l'actualité, on associe l'islam à CNews, parce que CNews parle toujours d'islam, et on nous dépossède de notre identité, de notre religion, et de ce qu'on peut subir en tant qu'oppression parce qu'on est musulman. Et encore une fois, moi, je parle en tant que femme musulmane qui n'est pas forcément visible, ou on peut le supposer, mais pas forcément l'affirmer. Mais les femmes qui portent le voile, elles, vraiment, c'est un enfer au quotidien. Moi, vraiment, je me demande jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à banaliser le fait qu'on est en train de supprimer l'accès à l'éducation, au travail, aux espaces de loisirs, aux associations, aux personnes qui sont visiblement musulmanes. Parce que quand on voit que, en fait, il y a une analyse vraiment beaucoup plus profonde à avoir, parce qu'on voit qu'en Afghanistan, les femmes qui ne portent pas le voile ne puissent pas avoir accès à l'éducation, mais aujourd'hui, une femme en France qui décide de porter des voiles à l'âge de 14 ou 15 ans, si elle veut le garder, elle ne peut pas avoir accès à l'éducation. Parce que même les écoles privées musulmanes sont supprimées, sont destituées, donc on leur enlève tout le financement, parce qu'il y a un truc de suspicion de l'ennemi de l'intérieur où on n'a pas le droit d'exister. Et donc quand on analyse ça, vraiment, on refuse tout accès aux femmes musulmanes qui portent le voile, à toute chose qui puisse faire d'elle un être humain, une personne qui mérite de vivre en France. Donc cet abandon-là de l'État, qui s'associe à un abandon des cercles militants, parce que la question musulmane, elle est tellement tabouisée qu'on n'ose plus en parler. Et donc on a toujours peur, des fois, souvent on a l'impression que face à des personnes blanches, on a l'impression qu'ils marchent sur des œufs, ils n'osent pas dire les mots, alors que c'est important en fait, parce que pour réparer les mots, justement, il faut dire des mots. Et c'est important en fait de créer déjà ces espaces-là pour pouvoir engager une discussion, et surtout d'avoir une analyse profonde de réflexion. Et en fait, l'analyse micro, elle ne fonctionne plus. Vraiment, l'analyse macro, de voir comment il y a eu un mécanisme doucement et avec un accélérationnisme, avec l'international fasciste, raciste, la montée de l'extrême droite. En fait, il y a tellement de choses à dire, mais c'est vraiment important que les luttes féministes, elles prennent ces combats et l'intègrent au quotidien, pour qu'en fait, le pire ne se passe pas, que la banalisation de l'exclusion des femmes musulmanes ne continue pas jusqu'à un point où on ouvre la fenêtre d'Overton, jusqu'à ce que ça soit normal dans l'espace public. J'allais dire que c'est littéralement les discours qu'il y a aujourd'hui. Donc le RN, à terme, leur objectif principal, c'est d'interdire même dans la rue. Donc je me dis, si aujourd'hui, on n'est pas alarmiste sur ce qui se passe, je veux dire, à un moment, ça sera malheureusement trop tard. Et nous, on ne sera plus assez forte en fait, pour continuer à porter le combat qu'entre nous, parce que en fait, on peine à exister. Là, avec Classe les Clichés, on essaye de se constituer en association, mais ça nous fait aussi peur, parce qu'on se dit on sera en fait ciblé par l'État, parce qu'aujourd'hui, le fait d'être un collectif autonome, indépendant, sans aucune relation avec l'État, ça fait qu'on a un peu quand même une liberté dans nos actions, dans notre liberté d'expression. Et donc, et aussi par l'existence des réseaux sociaux, on se dit que d'où le fait qu'on a créé un site, on essaie de faire en fait des backups, parce qu'on se dit il y a tellement une attaque de la part des milieux fascistes, de méta, de tout ce qui se constitue en tant qu'attaque aux personnes musulmanes. On se dit que si on essaie de créer d'autres cercles où on puisse exister, mais pour ça il faut qu'on ait le soutien global de la lutte féministe. Désolée si j'ai trop parlé, merci. On met souvent la religion juive et la religion musulmane dos à dos, les personnes dos à dos.
Et c'est pas le cas pourtant dans la lutte antiraciste et décoloniale. Et donc Tzedek apporte aussi son analyse là-dessus. Merci beaucoup. C'est très important de commencer en revenant sur la notion de philosémitisme, parce que c'est la forme principale aujourd'hui que l'antisémitisme prend, donc à l'échelle étatique et médiatique. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est un des points centraux de la ligne politique de Tzedek, c'est que l'antisémitisme, c'est un racisme. C'est une réalisation particulière du racisme, mais c'est pas un phénomène distinct du racisme. Donc le fait qu'en France, la définition de l'antisémitisme, elle se constitue en marge du racisme, c'est assez révélateur et symptomatique en fait de ce qu'on appelle le philosémitisme. C'est une forme d'altérisation des juifs et des juives, pardon, merci, des juifs et des juives, je me suis perdue, qui est une forme d'antisémitisme. Donc on a d'un côté l'antisémitisme traditionnel qui présente une figure du juif comme voilà, les méchants, les dangereux, etc., une menace intérieure. Et le philosémitisme, en fait, c'est une forme d'antisémitisme qui va prêter des caractéristiques positives. Le juif est aimable, compatible à la blanchité, en fait. Et voilà, ça nous constitue, en fait, en tant que juifs, comme une minorité modèle, à l'instar d'autres minorités, comme par exemple les minorités asiatiques, mais qui nous prêtent des traits qui sont positifs, mais qui sont quand même construits en fait sur des clichés qui sont racistes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette approche, elle est devenue majoritaire en France après la Seconde Guerre mondiale, et elle a un double effet, qui est d'une part qu'elle exclut les juifs des autres minorités opprimées, et qu'elle vient nous arracher à des formes de solidarité et de se constituer en tant que groupe en lutte. Et d'autre part, en fait, elle permet aussi à l'État et aux autres forces institutionnelles qui ont été productrices de l'antisémitisme pendant des siècles de se blanchir, en fait. L'État se met en avant comme défenseur des juifs et des juives de France par le biais de cette espèce de fameuse civilisation judéo-chrétienne, ce mythe voilà, qui est assez récent d'ailleurs, mais alors qu'en fait, il y a 80 ans, ils nous mettaient dans les wagons, quoi. Donc c'est un peu... voilà. Et ça permet d'éviter tout un travail de mémoire, de reconnaissance de la continuité de l'ordre racial et colonial qui est encore présent en France aujourd'hui, en fait. Et du coup, les Juifs, on devient une caution morale pour que l'État puisse se blanchir. On nous dit que, en fait, par le biais de ce philosémitisme, qu'on nous hisse en haut de l'agenda politique en France, alors qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est nous exceptionnaliser et nous isoler du reste de la société. Et en fait, on est complètement utilisé. Ça explique d'ailleurs en partie ce soutien inconditionnel à l'État d'Israël en France. Donc voilà, en dépit de ce philosémitisme, pourtant on nous explique et on nous alerte à l'échelle internationale qu'il y a l'émergence d'un nouvel antisémitisme qui se caractérise par la revendication antisioniste, en fait. Il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères israélien qui définissait du coup cette ambiguïté sous les termes suivants, je vais vous le lire. L'antisémitisme classique nie l'égalité des droits aux juifs en tant que citoyens et citoyennes de la société. L'antisionisme nie l'égalité des droits du peuple juif à sa souveraineté légitime au sein de la communauté des nations. Donc cette association entre antisémitisme et antisionisme, elle ouvre la voie à une nouvelle conception de l'antisémitisme, mais qui est complètement faussée en fait. Depuis le 7 octobre, ces deux termes, qui l'étaient déjà, mais deviennent de plus en plus perméables dans la sphère politique et médiatique, jusqu'à en fait se confondre complètement l'un dans l'autre pour l'opinion publique générale. En fait, toute critique de l'État d'Israël, de ses institutions coloniales et de sa légitimité, et maintenant en fait du génocide, devient en fait impossible sans être taxé d'antisémite, selon cette nouvelle définition du nouvel antisémitisme. Et en fait, on le voit notamment par la criminalisation systématique des mouvements de solidarité au peuple palestinien.
que ce soit dans des milieux politiques qui sont institutionnels, avec par exemple les convocations incessantes pour apologie du terrorisme pour les députés LFI, je pense notamment à Mathilde Panot ou à Rima Hassan, qui ont exprimé voilà, leur solidarité et qui sont inscrits dans le combat pour le peuple palestinien. On l'observe aussi dans les milieux universitaires avec la répression auxquelles font face les étudiants mobilisés, comme par exemple à Sciences Po, qui subissent des exclusions temporaires ou définitives. Mais on le voit aussi dans des milieux radicaux militants, avec par exemple la dissolution du collectif Urgence Palestine aujourd'hui. Donc cette conception du nouvel antisémitisme, il est aussi profondément ancré dans une haine anti-arabe, et c'est hyper important de le dire, qui vient aussi justifier et expliquer une partie des politiques islamophobes actuelles en fait. Le nouvel antisémitisme, ça joue sur l'affirmation que la haine raciale qui a été portée par les suprémacistes et les fascistes, qui étaient en fait le noyau dur de l'antisémitisme du XXe siècle, il est maintenant porté par les Arabes et les islamistes. Donc cette part de la population, ça devient les nouveaux nazis des temps modernes, qui se cacheraient derrière l'antisionisme pour justifier une haine ancestrale qui se cache voilà, derrière la critique de l'État d'Israël. Et en fait, cette instrumentalisation de l'antisémitisme devient un prétexte à un déferlement d'islamophobie d'État et de discrimination anti-arabe. Les motifs, c'est toujours les mêmes. C'est l'apologie du terrorisme, incitation à la haine antisémite. Et en fait, les raisons de ces accusations d'antisémitisme, ce prétexte, ça devient en fait un cache-misère d'un agenda politique qui est tout autre et qui est animé par une volonté de disqualifier une force de gauche qui pèse un tant soit peu sur le champ politique actuel et qui refuse d'abandonner le peuple palestinien et les musulmans de France. C'est hyper important de le dire. Et en parallèle de l'instrumentalisation de l'antisémitisme qui est médiatique et étatique, on a aussi une instrumentalisation dans les milieux militants en fait. On pense notamment à la figure du collectif Nous Vivrons, qui est un collectif qui a été créé après le 7 octobre et qui, sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, est engagé en fait dans une lutte inconditionnelle et un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Et en fait, ces groupes militants, ils tentent de s'insérer dans nos mobilisations. On pense par exemple aux dates du 25 novembre et au 8 mars. Et en fait, c'est absolument essentiel de rappeler que ces collectifs n'ont pas leur place dans nos luttes. Il s'agit de collectifs qui instrumentalisent l'antisémitisme et qui perpétuent cet amalgame qui est absolument nauséabond pour les juifs et les juifs de France entre antisémitisme et antisionisme et entre juifs et l'État d'Israël. Donc grâce aux forces politiques qui ont été mobilisées notamment pendant le 8 mars, on a réussi à les dégager de nos manifs. Et ça a été notamment grâce à nous toutes, qu'on a d'ailleurs remercié dans un communiqué. Bravo à vous. Donc c'est une réelle victoire politique, mais on a vu que ça a quand même posé des questions et que après coup, ça a provoqué des réactions qui ont été absolument inentendables, comme par exemple la tribune qui a été publiée dans Le Monde par Nous Vivrons, avec Golem, les JJR et le RAR, qui défendait l'idée que les femmes juives avaient été exclues de la manif parce que juives. Mais en fait, il ne faut pas céder à ce chantage qui est inentendable. Elles ont été virées, ces féministes, entre gros guillemets, parce qu'elles soutiennent un État qui est colonial et génocidaire. Et cette instrumentalisation de l'antisémitisme, il devient dangereux. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le panneau, parce qu'elle rend toute critique de l'État d'Israël comme inentendable. Et c'est un chantage à l'antisémitisme, et il ne faut absolument pas céder. Et il faut continuer à virer Nous Vivrons et toute la clique là, de nos manifs. Merci. Merci Clara pour ce mot très juste. Alors je vais continuer à parler un peu de Nous Vivrons si ça ne vous dérange pas, parce que c'est un point hyper important et parce que du coup, comme a dit très justement Clara, Nous Vivrons instrumentalise l'antisémitisme, mais Nous Vivrons n'instrumentalise pas que l'antisémitisme, puisque c'est aussi un collectif qui instrumentalise le féminisme.
dans la lecture qu'on en fait, c'est une instrumentalisation du féminisme à des fins politiques, et notamment dans le but de faire passer un agenda sioniste. Puisque donc en fait une des lignes politiques principales de Nous Vivrons, c'est la question de la reconnaissance des viols qui ont été commis par le Hamas lors des attaques du 7 octobre. Et en fait c'est une grosse partie de leur discours, de leur ligne politique qui est absolument important dans le sens où évidemment qu'il est extrêmement probable qu'il y ait eu des viols qui aient été commis par les combattants du Hamas du 7 octobre, parce qu'on vit dans une société patriarcale qui nous traverse tous, qui traverse aussi les hommes palestiniens, et parce qu'on sait que le viol est une arme de guerre et a toujours été une arme de guerre. Cependant, l'utilisation qu'en fait Nous Vivrons dans sa ligne politique, c'est une bestialisation et une déshumanisation des hommes indigènes, des hommes palestiniens, qui sont décrits comme des barbares et qui sont décrits comme des personnes qui constituent une menace pour les femmes juives. Et ça, c'est extrêmement important puisque c'est vraiment des dynamiques, des discours coloniaux qu'on a aussi énormément entendus pendant la colonisation algérienne, pendant toutes les colonisations françaises, quoi. C'est d'autant plus important qu'on sait que, en fait, dans leur discours politique, mais qui est en fait en accord avec les discours politiques israéliens, l'homme palestinien constitue la quintessence de la menace à l'ordre colonial. Et donc tout est fait pour le déshumaniser. Et ça se voit aussi, par exemple, par le fait que aujourd'hui, dans la guerre qui est menée, la guerre génocidaire qui est menée à Gaza, des jeunes adolescents de 12-13 ans sont comptabilisés comme des membres du Hamas lorsqu'ils sont tués. Ça, c'est hyper important de le rappeler. Ce qui montre d'autant plus que la ligne politique de Nous Vivrons n'est pas une ligne politique féministe et qui ne prend en fait en compte les viols que dans une volonté de soutenir Israël, c'est qu'il n'y a absolument rien qui a été dit sur les viols qui ont été commis par les soldats de Tsahal dans les prisons israéliennes sur les hommes palestiniens, sur les femmes palestiniennes, des viols avec objet, des viols qui ont été documentés par des associations israéliennes comme B'Tselem. Et aussi aucun mot sur les images absolument atroces qu'on voit des soldats à Gaza qui se prennent en photo avec la lingerie des femmes déplacées, des femmes tuées. Voilà. En fait, on se rend vraiment compte que le discours qu'il y a sur les viols, c'est vraiment un discours qui qui n'a que pour volonté de soutenir, de nourrir des discours coloniaux. Puisque c'est absolument évident qu'il faut prendre en compte la question du genre et la question du féminisme quand on parle de la Palestine, quand on parle du conflit, de la situation coloniale entre Israël et la Palestine, mais ça ne peut pas être pour soutenir une entreprise génocidaire, d'autant plus que on sait que Nous Vivrons a vraiment tenu des propos très clairement qui soutenaient totalement la politique génocidaire qui a été menée à Gaza. En fait, pour nous, c'est très important de rappeler qu'il faut il faut réussir à articuler la domination patriarcale et la domination coloniale quand on s'attaque à la question palestinienne, puisqu'il y a plein de choses extrêmement intéressantes qui peuvent être dites. Par exemple, c'est très intéressant de parler du fait que dans le discours colonial, les femmes palestiniennes et les personnes LGBT palestiniennes, on considère que leur principal bourreau, ce sont les hommes palestiniens, dans une volonté de mettre à mal la solidarité palestinienne. Alors qu'en fait, le principal bourreau de ces personnes-là, c'est l'État israélien. De la même manière que toute personne visiblement LGBT en France qui soutient la Palestine, on lui dit toi, tu vivrais pas 2 secondes à Gaza, oui, parce que tu te ferais bombarder, et pas parce que les hommes palestiniens seraient un danger pour toi. Donc il y a une instrumentalisation aussi des discours féministes un peu de base, pour critiquer la Palestine et critiquer le mouvement de solidarité avec la Palestine. Aussi, c'est important pour nous de parler de Nous Vivrons parce que, en fait, il y a une urgence. On considère qu'il y a une urgence aujourd'hui à parler de Nous Vivrons parce que, comme on l'a vu, c'était le 25 novembre, je crois, le 23 novembre, la manif du 23 novembre et à la manif du 8 mars, donc Nous Vivrons n'étaient pas les bienvenus et se sont quand même imposés dans les espaces. Et donc aujourd'hui, pour nous, il y a vraiment une urgence dans les mouvements féministes à se réveiller et à prendre position contre Nous Vivrons, puisque ça constitue réellement une menace active. En fait, il y a une lutte réelle dans la rue, comme on l'a pu le voir, mais plus globalement dans les milieux féministes, de ne pas laisser, de ce collectif qui essaye de prendre la place, qui essaye de faire porter son discours, et qui en plus est un collectif qui prend de la force aujourd'hui, parce qu'on l'a vu, ils sont soutenus ils sont encadrés par la police quand ils sont en manif.
C'est pas possible de les dégager parce que si on veut les dégager, on doit être confronté à juste des forces policières ultra hostiles. Et aussi que Nous Vivrons se répand, puisqu'aujourd'hui, Nous Vivrons est apparu à Marseille à la dernière manif du 8 mars, ça c'est très important. Donc il y a une nécessité globale en fait dans les milieux de gauche de lutter contre les discours sionistes, mais je trouve qu'on a aussi une nécessité, nous en tant que féministes, assez particulière de lutter contre ça, puisqu'en fait Nous Vivrons c'est quand même un collectif qui a beaucoup de soutien institutionnel et qui est considéré comme, on l'a vu, il y a plein de députés qui ont marché avec Nous Vivrons, qui est considéré comme une voie légitime dans le féminisme. Et notamment dans la défense des femmes, et surtout la défense des femmes juives. Et ça, c'est hyper important, du coup, que nous, en tant que féministes, on se positionne contre ça, parce qu'on ne peut pas laisser un collectif qui a des propos fémonationalistes, qui a des propos qui, en fait, instrumentalisent le féminisme à des fins sionistes, dans le but de soutenir le génocide. On ne peut pas laisser ce collectif-là avoir une quelconque portée dans les milieux féministes. D'autant plus que le cas de Nous Vivrons, moi je le trouve, on le trouve assez intéressant, puisqu'en fait ça montre un peu l'influence du féminisme blanc et des féminismes genre occidentaux et impérialistes dans nos milieux, et en fait la posture qu'on doit avoir par rapport à ces féminismes-là. Parce que même si Nous Vivrons sont donc des femmes juives, et comme on l'a dit, les femmes juives ne sont pas des femmes blanches, ou disons, même si on a été blanchies, on est des femmes racisées, on est des femmes qui, on a une position particulière dans l'état racial. En fait, le féminisme de Nous Vivrons, c'est quand même un féminisme éminemment blanc et colonial. En fait, comme vous le savez, et ça c'est une réalité politique aujourd'hui pour le féminisme, en fait on est à un moment où le féminisme devient hégémonique dans notre société, mais dans le mauvais sens du terme, puisqu'aujourd'hui, si avant le féminisme était limité à certains milieux radicaux, etc., qui étaient extrêmement critiqués, extrêmement condamnés, aujourd'hui, en fait, n'importe qui peut être féministe, notamment des gens comme des Marlène Schiappa et des Marine Le Pen qui se revendiquent comme féministes, et où en fait on se rend compte qu'aujourd'hui ça peut être, c'est repris par tous les bords, et notamment dans un truc un féminisme libéral, un féminisme impérialiste, aussi corporate, avec la figure de la girl boss, etc. etc. Et ce qui fait qu'en fait, il y a un peu un changement de... On doit prendre en compte ça, le fait qu'aujourd'hui, le féminisme, il est partout, et que du coup, notre limite, on doit créer une ligne rouge, on doit tracer une ligne rouge au sein même de nos milieux pour pas se faire bouffer par des discours qui sont absolument contradictoires avec les luttes qu'on mène. Et on doit lutter en interne, en fait, contre ces discours réactionnaires, contre les discours libéraux, parce qu'en fait, sinon, le féminisme, ça veut absolument tout et rien dire. Et pour nous, je pense en tant que militante antiraciste, là je parle, pour nous cette ligne rouge, je pense qu'elle se trace au niveau de l'antiracisme et du décolonialisme. C'est là où on doit faire la différence entre ceux qui sont nos alliés et ceux qui ne le sont pas. En fait, on doit prendre en compte qu'il y a une conjoncture entre l'oppression patriarcale et l'oppression coloniale et raciale, et que, au vu du racisme d'État en France aujourd'hui et de l'histoire coloniale de la France, qu'il y a un racisme d'État qui structure nos vies, on ne peut pas militer en tant que féministe sans prendre en compte ces dynamiques-là. On doit lutter d'un seul tenant contre le patriarcat, contre le capitalisme, contre le colonialisme, contre la suprématie blanche, parce qu'en fait, sinon, on n'émancipe qu'une minorité, et encore, en fait, on a l'impression d'émanciper qu'une minorité, mais on laisse de côté toute une partie des femmes et toute une partie de la société, parce que le féminisme, c'est censé être la libération de tous et de toutes. Mais donc c'est pour ça que c'est absolument primordial de se rendre compte du danger de ces influences blanches et libérales, libérales et occidentales et impérialistes dans nos milieux. Et pour finir, j'aimerais ouvrir sur une réflexion un peu niche, mais qui me tient à cœur. Je sais pas, mais après, je vais essayer de faire le lien avec ce que j'ai dit, mais... En fait, j'aimerais parler de la nécessité d'un féminisme juif décolonial. Alors bon, ça, vous allez voir, ça va pas trop vous parler, mais... pour parler un peu à partir de moi et comment je vois les choses à partir de mon expérience, de mon vécu en tant que femme juive. Donc, vous savez, Clara en a fait une présentation, mais l'histoire des Juifs de France, l'histoire moderne des Juifs de France, c'est une histoire d'assimilation, c'est une histoire de blanchiment, qu'on soit ashkénaze, donc d'Europe de l'Est, ou séfarade d'Afrique du Nord. En fait, on a été blanchis parce qu'il y a quelques décennies, on a été pogromés, on a été génocidés. Quand on venait de ma famille, on venait du Maroc, on était des Arabes, on était des Berbères, et on a été blanchis par l'initiative coloniale. Et par les politiques coloniales, on a été arrachés à notre arabité, à notre berbérité, et on a été assimilés. Il y a une injonction à s'assimiler à l'État colonial, à la blanchité, à l'Occident, etc. Et du coup, dans cette histoire moderne du judaïsme,
Israël aussi constitue une forme de quintessence de cette blanchité, puisqu'en fait on devient des colons. Bref. Mais je ne vais pas développer là-dessus. Et en fait, dans ce mécanisme de blanchiment, le féminisme a un rôle très particulier, puisque en fait, l'injonction à devenir blanc et les mécanismes par lesquels on peut devenir blanc, ça passe aussi par le féminisme pour les femmes juives, puisque en fait, on voit dans le féminisme blanc une façon de se libérer de manière très facile. C'est-à-dire qu'en fait, on se libère en devenant des girl boss. On se libère en tant que femme juive. En fait, on devient blanche aussi en devenant des femmes blanches et en prenant la place de femmes blanches ou d'hommes blancs puissants, d'hommes blancs occidentaux. En fait, je pense qu'il y a dans le féminisme blanc occidental et libéraliste, disons qu'on voit la libération comme le fait de prendre le poste d'homme puissant. Par exemple, une femme qui serait, par exemple, que ce soit une femme racisée ou pas, mais il y a l'idée qu'en fait, on atteint vraiment le summum de la libération quand, par exemple, on devient PDG. Voilà. Et alors que en fait on devient un oppresseur, quoi. Enfin, en fait on se libère en devenant des oppresseurs, et je pense que ça c'est quelque chose qui est très concret dans la tête des femmes racisées. Et là je ne vais pas parler au nom de toutes les femmes racisées parce que les femmes juives, on a une racialisation et un blanchiment très particulier, mais en fait on doit lutter en interne contre cette injonction à un féminisme très facile, en fait, qui est le féminisme blanc. C'est-à-dire en fait on se libère en devenant des femmes blanches et en devenant des girl boss. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est hyper important de réfléchir à un féminisme décolonial, à un féminisme antiraciste, et notamment un féminisme juif décolonial et antiraciste en ce qui concerne les militantes de Tzedek. Parce qu'en fait on ne peut pas s'émanciper comme ça, notamment parce qu'en fait quand on devient des femmes bourgeoises, blanches, puissantes, en fait les tâches ingrates elles sont relayées aux femmes prolétaires et aux femmes immigrées, aux femmes racisées. Et parce qu'en fait, on ne pourra toutes se libérer, parce que c'est la libération de toutes qui compte, on ne pourra toutes se libérer que par un féminisme décolonial et antiraciste et anticapitaliste qui prend en compte toutes les oppressions et qui ne permet pas que la libération de certaines au profit des autres. Et voilà, c'est le mot de la fin.